Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui encore, on va répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est comment on ouvre une librairie. Pour y répondre, on est parti en expédition, puisqu'on est ce soir à la Dimension Fantastique, une très chouette librairie dans le 10e arrondissement de Paris. Et dans cette librairie, il y a aussi évidemment un chouette libraire qui va répondre à nos questions ce soir. Et ce libraire, c'est Julien. Salut. Salut, bonsoir à toutes les trois. Salut Julien. Julien. Comment ça va? Ça va. Cool. Et vous? Ça va très bien aussi. Content Ouais. d'être là. Ouais. Bah, on aime bien enregistrer chez Inès, mais là c'est bien quand même de changer un petit peu. Hein. Ouais, on est un peu en backstage, en On est coulisses. hors les murs, quoi. Ouais, c'est trop cool. Du coup, on va commencer. Tu Eh vas ben, nous parler de oui. ta librairie et tout ça, de ton parcours. On pourrait peut-être commencer par même avant la librairie, puis savoir un petit peu ce que tu faisais avant d'ouvrir ta librairie. Eh bien, avant, j'ai été dans plusieurs métiers, mais toujours autour du livre. J'ai travaillé en médiathèque, j'ai travaillé dans l'édition et plus précisément autour du livre numérique. Ok. T'as fait quoi, du coup, comme étude pour venir à tout ça avant? Bah, j'ai fait un parcours assez basique. J'ai fait un IUT métier du livre qui a permis de voir un peu les divers métiers, justement, qui sont bibliothécaires, libraires et en surface éditeur, parce que c'est quand même plus complexe que ça. Et après, j'ai eu un an justement où j'ai travaillé à divers postes en médiathèque et ailleurs. Et ensuite, j'ai fini par une licence professionnelle en métier du livre aussi et en alternance surtout, ce qui permet d'avoir un gros XP dans la librairie, d'y bosser. C'est vraiment ce qui va amener plus d'expérience que juste Ouais, ça donne apprendre des du notions. sens aux études, quoi, en général, Exactement. l'alternance. Et du coup, t'étais en librairie en alternance? Oui, j'étais Ouais. en librairie généraliste à Asnières, à Librairie Nouvelle d'ailleurs, que je salue. Et ça a été très très formateur de ne pas être en librairie spécialisée justement, pour pouvoir voir un peu les divers domaines de la librairie et être plus aguerri pour trouver un job à la sortie du diplôme, quoi. Et du coup, juste après, tu t'as bossé un peu. Et après, t'as décidé d'ouvrir ta librairie, en fait. Ouais. Après, en fait, j'ai d'abord eu une phase où tu cherches un emploi. Tu galères un petit peu parce qu'en librairie, c'est quand même pas le plus facile. Il y a quand même beaucoup de diplômés pour peu de places cool, on va dire. Ouais, dans le monde du livre de façon générale, Voilà. en fait. J'ai eu une bonne opportunité qui s'est présentée. Du coup, je me suis retrouvé, après un petit peu de galère, à travailler dans l'édition et à faire justement de l'OCR, etc. Donc, ce qui Tu peux touche au nous livre dire ce que numérique. c'est que l'OCR, s'il te plaît? Bien sûr. L'OCR, en fait, ça consiste à faire quelque chose que les amateurs de livres détestent, c'est-à-dire massicoter un livre, le détruire, le scanner, et ensuite faire de la reconnaissance de caractère, et au fur et à mesure, après, faire de la correction, de la remise en page, etc. Ouais, c'est pour la fabrication numérique, du coup, Exactement. de pas avoir à retaper tout le texte et tout. Et Ah, c'est bien, moi, je super connaissais même pas le terme, en fait. Ouais, je sais plus ce que ça veut dire. Ça remplace les moines scribes qui C'est... recopiaient les livres un à un. Je crois vois que c'est... l'idée, si, c'est Optic Character Recognition, je crois. Un truc comme ça. Waouh. Bravo. Sans Bel jette. accent. Et ouais. On voit qui a travaillé dans le numérique. Ben oui, moi aussi j'ai tué des livres, je les ai complètement scalpés et j'ai relu aussi plein de... Elle a aimé ça. Oui, non, c'était dur, mais ce qui est rigolo là-dedans, c'est que du coup des fois il reconnaît n'importe quoi et il te met du coup ça fait des phrases rigolotes. C'est la seule partie fun de ce taf-là. Voilà. C'est très très répétitif. Vraiment beaucoup de fun. Je pense que vous avez créé plein de carrières là maintenant. Et du coup, comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta librairie, en fait? Eh bien, par mes diverses expériences, en fait, quand tu es libraire, passionné et que tu fais ça depuis quand même longtemps, tu as peu de perspectives d'évolution. Parce que quand tu résumes vraiment, alors c'est vraiment très résumé, les divers postes en librairie, tu as le poste de libraire classique qui va s'occuper d'un rayon, tu as le responsable qui va s'occuper d'un rayon mais aussi d'autres libraires, et puis au-dessus, tu as le gérant de la librairie. Et du coup, une fois que tu as fait un peu le tour, que tu as envie d'évoluer, et tu as envie de partir sur ton propre projet, ton propre lieu, et Ne pas avoir de patron. voilà, et tout gérer, et de pas dépendre, si tu veux faire telle ou telle animation, de demander à quelqu'un au-dessus de toi, de te faire plaisir, de faire ta sélection directement sans poser de questions, ce qui concerne le métier du libraire, mais sans contrainte, quoi. Ah ouais, c'est clair que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'échelons et du coup ouais. Donc on comprend ton envie d'avoir fait ça. Et du coup, ça s'est passé comment concrètement? T'as commencé, parce qu'en plus t'es dans une librairie spécialisée, donc c'est un projet un peu particulier.
Déjà, tu commences par réfléchir. Quand tu as cette envie un peu d'ambition et d'entreprendre, tu te dis que donc déjà tu vas monter ta librairie, que c'est potentiellement jouable un jour. Tu vas te poser des questions sur quel type de librairie tu as envie de faire. Après, il y a des rencontres qui font. Ici, j'ai monté cette librairie avec une associée. Du coup, on est parti sur des passions communes. Ici, c'est la littérature, l'imaginaire et la BD. Du coup, déjà, tu pars de ce postulat-là. Tu vois... Tu fais un petit état des lieux de ce qui existe en France et dans la ville que tu veux faire, où tu veux monter ta librairie. Donc tu vois un peu ce qu'il existe. Et puis après, ça passe à des étapes de commencer à rendre concret juste des mots qui peuvent se trouver autour d'une bière et passer à un vrai projet. Et du coup, le choix du genre de librairie que tu vas faire, c'est ce qui a déterminé le lieu où tu t'es situé Oui et non. Parce que tu essayes de pas forcément te mettre proche d'autres concurrents. Après, c'est oui et non aussi parce que y a des choses qui nous prouvent le contraire. Par exemple, à Paris, t'as des quartiers spécifiques comme Saint-Michel où on sait qu'il y a les librairies BD. Du coup, c'est pas mal quand tu fais une librairie BD d'être dans ce coin-là. Mais quand tu veux te démarquer, c'est bien aussi d'être dans une zone où il y a de la demande potentiellement et où il y a personne. Et de par notre spécialité en littérature de l'imaginaire, il y avait un gros vide. Il y avait juste la librairie Scylla qui est très pointue et qui est dans une autre zone de Paris. Elle est où du coup précisément? C'est vers Montgallet. Ok. Et du coup, ça détermine plus ou moins ta zone. Et on a des zones aussi qu'on avait envie parce que le quartier nous plaisait. Il y avait un manque de librairie, etc. Et après, c'est surtout la recherche de local. C'est, on va dire, une des premières étapes. Et une étape qui est très longue. À Paris, ça peut prendre de 6 mois à 1 an minimum. Du coup, tu prends un petit peu aussi... tu adaptes tes envies en fonction aussi des disponibilités de local. C'est vraiment pas facile. Il y a quoi d'autre là comme librairie dans le quartier? Dans le quartier, il y a surtout des librairies généralistes. Il y a la librairie Nord-Est qui est pas très très loin. Il y a la librairie Louvre-Boîte. Et du coup, il y a une autre librairie aussi un peu plus haut qui est la librairie Barberousse, mais qui est vraiment dans un quartier vraiment différent, comme c'est en pente et en montée. On considère souvent que dans Paris, pour les gens, c'est une zone complètement différente. Du coup, sur la BD, il y en avait une qui existait il y a longtemps, mais qui avait fermé. Du coup, il y avait un manque, en tout cas au niveau de la BD et de l'imaginaire, il y avait rien. D'accord. Donc vous êtes lié plutôt libre au niveau du quartier. Voilà. Et puis, il y avait de la place pour vous au niveau des secteurs. Quoi. Exactement. Et l'avantage d'avoir un quartier aussi facile d'accès avec 2 grandes gares, métro, bus. On n'est pas très loin de Gare de l'Est, Gare du Nord. Du coup, vous aviez cherché que dans le 10e au moment où vous cherchiez un local ou pas? Non, on avait cherché plusieurs zones. On avait défini quand même de mémoire, parce que ça remonte maintenant, il y a plus de 4 ans et demi, je pense, 5 ans. Parce que je crois, pour revenir à la base, que la première idée a eu lieu genre 2 ans avant la création de la librairie. Donc il y a eu quand même 2 ans de cheminement avant la création physique. Et on avait choisi, je vais dire 4 arrondissements avec des secteurs particuliers où on avait fait une étude de marché. On avait fait ça, c'était le premier élément concret, c'était une étude de marché virtuelle qui s'était partagée sur Facebook et qui avait été un peu repérée grâce à ça. Et est-ce que l'idée de reprendre une librairie qui était en train de fermer ou un truc comme ça, ça vous est venu ou Alors effectivement, on a eu à un moment donné même une opportunité qui s'est faite à ce niveau-là. Mais c'est très différent, ça demande beaucoup plus de budget. Parce que mine de rien, quand tu reprends une librairie, ça implique de reprendre un stock, reprendre une clientèle, reprendre un lieu. Du coup, des fois, il y a un droit au bail. T'es moins libre dans les choix, quoi. Exactement. Après, tu peux la réadapter, mais de base, la personne, comme elle a constitué un réseau, une clientèle, etc., elle te le vend dans un package, en gros. Bon, ça, c'est un peu l'avantage, quand même, non ? Voilà, c'est un avantage, mais du coup, ça coûte plus cher. Oui, puis quelque part, tu sais que du coup, tu as une clientèle qui va venir te voir parce qu'elle connaît le lieu, mais si tu as une offre différente, elle risque d'être un peu perdue, quoi. Voilà, et puis peut-être qu'elle ne t'appréciera pas forcément aussi, elle a peut-être pas le même feeling qu'elle avait avec son libraire favori qui part, du coup... la passation peut se faire très bien comme très mal aussi, je pense. Après ça, j'avoue que je ne l'ai pas vécu. Donc, Et du coup, vous avez écarté l'idée parce que c'était trop compliqué pour vous C'était compliqué sur l'opportunité qu'on a eue et surtout, c'était pas dans notre budget finalement. Ouais.
Du coup, on a préféré partir sur une création. Ok. Et du coup, financièrement, est-ce qu'on peut aborder ce point avec quelques Bien chiffres, sûr, comment je sais que ça s'est c'est passé assez délicat en France en général de parler budget, mais Parlons moi d'argent. j'ai pas de souci avec ça, bien au contraire. Non, ça demande... Du coup, nous, on a eu la chance de trouver un local où il n'y avait pas de droit au bail. Et ça, le droit au bail, c'est quand même, pour expliquer rapidement, c'est quand on trouve un local, on se dit chouette, c'est cool, on signe, on a les clés et c'est bon. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Des fois, il y a pour les commerces ce qu'on appelle du coup le droit au bail, qui en fait, c'est une somme que va récupérer l'ancien locataire. Et ça lui fait... pour par exemple des locataires très anciens, comme une sorte de retraite, mais c'est vraiment expliqué grossièrement. Je pense qu'un agent immobilier expliquerait bien mieux. Non, mais on va se contenter de ton explication. C'est très bien. Voilà, c'est basique mais efficace. Et du coup, ne pas avoir ça, ça permet déjà d'avoir un budget en dessous de ce qu'on peut prévoir. Du coup, nous, on a eu cette chance-là. Du coup, il y avait juste à signer parce que le précédent locataire quittait depuis peu le local. On a mis pas très très longtemps, mais on a mis un petit peu de temps à se décider. C'était quoi avant la librairie? Eh bien, avant, c'était d'ailleurs, ils sont encore nos voisins, c'était Négatif Plus. Ils faisaient l'encadrement ici. D'accord. Qui est parti à l'angle de la rue d'ailleurs. Ils bougent pas mal en ce moment, mais ils sont toujours là. Et du coup, donc on a pu rentrer dans un local qui était déjà... il y avait très peu de travaux, c'était une chance aussi, parce que c'est à prendre en compte. On avait déjà vu des locaux qui étaient bruts. Du coup, brut, c'est juste du béton, et il faut tout faire, quoi. L'électricité, les normes, etc. Voilà, beaucoup de choses. Nous, le seul gros truc à faire, c'était refaire un coup de peinture partout. Alors avec l'avantage et l'inconvénient d'avoir une grosse hauteur sous plafond, donc ça veut dire quand même demander à quelqu'un, payer un artisan pour le faire, parce que à faire soi-même, c'est pas forcément très pratique. Mais du coup, à part ça et un petit coup de nettoyage, il y avait plus qu'à à lancer. Mais avant, donc on revient peut-être à la partie financière, parce que sans la partie financière, tu ne peux pas te lancer officiellement. Du coup, on a d'abord démarché des banques avec le projet. Tu fais un dossier, tu fais un business plan, tu fais... il y a peut-être une étape d'ailleurs qu'on a omis vaguement, mais lors de la préparation donc, des dossiers, tu prépares aussi par exemple ton stock. Tu regardes les catalogues papier et en ligne des éditeurs, tu essayes de jauger déjà combien ton stock va coûter. Tu fais un stock un peu provisoire sur papier. Exactement, ouais. D'accord. Et on se fait un petit Excel avec les commandes à l'avance. Tu prévois quoi, les quantités de livres que tu vas avoir, voilà. les différents formats et tout ça. Les différents formats, les divers genres, et jauger à peu près... quand tu as trouvé le local mais que tu n'es pas encore sûr, tu prends quand même des mesures pour jauger à peu près ce que tu veux mettre comme meuble, etc. Parce que ça va servir à constituer le dossier auprès des banques. Parce que mine de rien, en banque, tu arrives, tu dis bah voilà, je vais avoir potentiellement tel local. Oui, parce que les banques arrivent après la recherche du local et après avoir trouvé le local. Exactement. Et c'est ce qui décidera d'ailleurs si tu peux avoir le local aussi. C'est souvent le fait d'avoir l'emprunt, par exemple. Après, il y en a qui ont un apport plus important, qui n'ont pas besoin de faire d'emprunt, ce qui n'a pas été notre cas. Ce qui est une chance, mais oui, qui est sûrement rare. Voilà, qui est rare et qui, au final, aussi demande plus de risques, parce que quand tu mets toutes tes économies, bah, du coup, derrière, tu n'as plus rien. Du coup, nous, on avait mis chacun, on va dire, la moitié de nos économies. Et cumulé, on avait dû... on avait dû mettre en personnel la moitié de ce que constitue la société et emprunter la moitié à la banque. Et ce qui était genre 40 000 euros, je crois. Ce qui est une somme importante, mais pas si élevée pour une création d'une société. On n'avait pas gonflé non plus nos stocks exprès. C'était adapté pour faire une ouverture optimale qui propose un choix, mais qui laisse en même temps le temps de se guider et de s'adapter aux clients aussi. Et du coup, le coût des stocks, ça représente combien dans cette somme-là, le stock de livres, du coup ? Alors, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à la banque, c'est que nous, les banques ne prêtent pas pour un stock. Du coup, nous, ce qu'on a établi, c'était plus le coût des meubles, par exemple. C'est-à-dire que tu dis, je vais avoir pour X euros de meubles, et du coup, la banque te rembourse au fur et à mesure tous tes achats jusqu'à la hauteur de ton emprunt. Du coup, c'est pour les meubles, l'informatique... la machine à café, voilà, des choses essentielles. Le frigo à bière. Le frigo à bière, potentiellement de quoi le remplir, voilà.
voilà pour cette première étape. Et le stock, là j'avoue que je ne sais plus le pourcentage. Ça fait un petit moment, mais un stock, voilà, il faut mieux commencer avec un stock assez raisonnable et pas s'exciter non plus, parce que je pense que c'est une perte de temps et d'argent de trop mettre dans le stock tout de suite. Ouais. Vaut mieux proposer un choix. Et en même temps, on était parti dans l'idée aussi de montrer quelques petites choses qu'on allait mettre en avant pour tout de suite montrer nos goûts aussi personnels, pour tout de suite imposer une identité aussi auprès des gens. D'ailleurs, ouais, pour continuer sur l'identité de la librairie, déjà, on sait que c'est une librairie spécialisée, mais est-ce que tu peux nous parler du nom, du choix des meubles, de l'ambiance, tout ça? Bien sûr, le nom déjà, la dimension fantastique, ça vient d'une série de recueils de nouvelles imaginaires qui étaient chez Librio. C'était Barbara Sadoul qui avait fait ça. Du coup, comme c'est un nom qui existe sur un livre, on a quand même pris le temps de demander s'il n'y avait pas de souci. Et on a eu un retour positif, donc ça allait. Parce que c'est quand même, on voulait faire les choses bien et pas. Pas risquer d'emmerde dans les mots Voilà, d'ouverture. pas avoir de soucis, même Ah oui, si. parce que tu mets tout ton argent à la création d'une librairie et après on vient te demander de l'argent parce que tu as choisi un mauvais nom. Ouais, ça serait Mais con de j'ai se déjà faire vu le avoir. cas Ça aurait d'une été entreprise comme Ah ça. Je crois que c'était dans le sud de la France, un comptoir qui avait pris un nom en référence au Seigneur des Anneaux et qui s'est fait tacler directement par Ah la ouais. production du film Ouais, derrière. en plus quand tu vises des trucs comme ça, c'est comme si tu chopais un truc chez Tintin, tu sais que ça va Voilà, vite te tomber sur la fichu. gueule. Quoi. Dès qu'ils le savent, c'est fichu. Du coup, on est parti sur quelque chose comme ça qui était parlant et en même temps qui donne l'idée de dimension. Oui, qui parce peut que sans la référence de livre, tu vois, moi je savais pas du tout que tu avais. Je trouve que ça parle en fait, ça dit directement ce qu'on peut trouver dans ta librairie. Exactement, ça montre divers univers et il faut dire que la trouvaille du nom, c'est comme pour tout le monde, c'est très long à trouver. Oui. Donc ça a mis un peu de temps. Par exemple, pour l'identité meubles et compagnie, tout bêtement, c'est du Ikea. On va commencer simple. On rêve tous de meubles sur mesure, mais c'est quand même un budget Ça a très un élevé. coût, ouais. Voilà, du coup, du Ikea et des amis pour aider à les monter. Et ça se fait très bien. Une journée de montage Ikea. Voilà, voire même 2 de mémoire, du montage Ikea et des pizzas. Pas Et ça mal. rend bien. Bon C'est le programme. principal. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup du coup parce que du coup il y a de l'étagère classique, mais on vous montrera des photos de la librairie, mais il y a 2 grands pans de mur avec plein de meubles en petites cases et je trouve que ça donne un truc un peu particulier que des rayonnages tout en long qu'on voit partout quoi au final. Donc. Puis on a cet avantage de la hauteur sous plafond qui fait que c'est pas étouffant aussi. Oui, du coup, vous avez choisi des grandes cases. Moi, déjà, parce qu'il y a pas mal de BD, donc forcément, il faut choisir des étagères qui sont avec une certaine taille. Mais du coup, ça donne une certaine respiration. On n'est pas du tout, comme tu disais, renfermé à cause des rayonnages, quoi. Et maintenant que tu as tous ces jolis meubles, il faut les remplir. Et Exact. comment tu choisis vraiment ce que tu vas mettre en tant que nouveauté, en tant que fond de catalogue et tout ça? Comment tu as déterminé tout ça? Eh bien, déjà, tu sélectionnes tous les éditeurs avec qui tu vas travailler. C'est-à-dire que pour l'imaginaire, ça se fait entre guillemets assez rapidement parce que il y a un certain nombre d'éditeurs classiques, nouveaux, anciens qui sont présents. Pour la BD, c'est à peu près pareil. Et tu prends tous les catalogues que tu peux trouver, papier ou virtuel, et tu commences à faire ta sélection. Et Gros du shopping. coup, voilà, c'est une sorte de gros shopping mais avec des fichiers Excel, pas très jolis, pas très glamour, mais qui te permettent de jauger déjà combien de titres tu prends chez chacun et t'essayes de jauger en fonction du budget que tu as déterminé à l'avance, histoire de prendre quand même de quoi voir venir et en même temps pas trop non plus pour pas te faire une trésorerie directement bouffée par le stock. Et surtout, tu contactes, c'est l'avantage d'avoir été libraire avant, tu contactes tes commerciaux, tes représentants et Les si diffuseurs, voilà, on a déjà parlé. les distributeurs et tu ouvres des comptes chez chacun et tu passes tes commandes auprès d'eux pour avoir des conditions d'ouverture, quoi. Et ça se passe comment d'ailleurs? C'est assez facile ou pas? Parce que finalement, ils te connaissent pas, tu débarques, tu veux ouvrir un compte. Alors, nous, l'avantage justement d'avoir été libraire avant, on connaissait quand même Oui, une partie d'accord. des représentants. Du coup, on a gagné un gros temps là-dessus parce qu'ils nous connaissaient déjà et qu'on avait annoncé aussi un peu en avance le projet. Ça, c'était aussi notre point fort, mais on y viendra peut-être plus tard, la communication. Et
Et surtout, le plus long, effectivement, c'est plus l'ouverture des comptes parce qu'effectivement, tu ne connais pas forcément les personnes en face parce que c'est pas tes représentants, mais du coup, c'est au niveau des bureaux des fournisseurs. Et du coup, là, chez les petits fournisseurs, c'est très rapide d'ouvrir un compte, mais chez les plus gros, c'est une plus longue galère. Ça peut prendre un peu, exactement. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils te demandent pour C'est des dossiers à remplir assez classiques, mais le temps de traitement est plus long parce que comme eux ils ont des logiciels assez particuliers, il suffit qu'il te manque un papier, c'est comme la CAF et compagnie. C'est de l'administratif quoi. Voilà. Super. On est dans Astérix, on se souvient du formulaire A, etc. Formulaire B12, escalier 2. Voilà. Et du coup ça met un peu plus de temps, mais une fois que c'est fait, ton représentant peut passer la commande et après t'attends la livraison. Bah du coup on va venir au quotidien dans la librairie. Genre concrètement comment ça se passe une journée dans la librairie ? Eh bien, ça commence par un café déjà. Parce que le libraire a besoin de ça, c'est son moteur pour la journée. Je pense que Gaëlle pourra me confirmer. Mais je ne bois pas de café. Ou un thé peut-être. Non, mais je commence. Un bon petit déjeuner. Voilà. Et t'es arrivé à quelle heure Je n'ai pas une vraie librairie. Ça doit être ça. Ici, moi, j'arrive pour 10h. C'est-à-dire que Et tu ouvres à quelle heure ? J'ouvre officiellement à 11h. Okay. Du coup, c'est une heure qui permet déjà de prendre son café tranquillement, mais aussi d'attaquer la journée gentiment, soit par la paperasse, tout ce qui va être comptabilité et compagnie, et surtout d'avoir déjà des premières livraisons. Il y a certains fournisseurs qui livrent avant, ou... avant 11h ou avant 10h Avant 11h. Avant 11h. Ils arrivent entre 10 et 11 en fait. Au début, ils avaient un peu de mal, mais une fois qu'ils ont compris que tout fait qu'à partir de 10h, tu peux commencer Sinon, à être livré. Sinon, ils parodent devant la librairie pendant... Oh non, ils laissent le carton ailleurs et ils s'en vont. Ah ouais. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. En général, ils ont d'autres lieux à livrer aussi. J'imagine qu'ils peuvent pas trop s'attarder. Exactement, ils ont d'autres chats à fouetter, du coup, ils bougent très vite. Donc, faut que tu sois là. Enfin, bon, si t'as 10 cartons que tu déposes chez le voisin, je pense qu'il est pas ravi non plus. Non, heureusement, c'était un carton de temps en temps, mais c'était du temps. Voilà, c'était au début, exactement, le temps de se roter. Et après, 11h, ouverture, classique, hein, on ouvre sa caisse, on allume les lumières, etc. La journée commence vraiment, officiellement. Et nous, on a aussi un coursier, du coup, les commandes arrivent par deux voies possibles, soit les transporteurs classiques, avec lesquels certains fournisseurs travaillent, soit via un coursier. Nous, on a pris le choix d'avoir un coursier qui vient 3 fois par semaine, et qui est quand même bien utile, qui nous permet... Parce que c'est plus rapide, le coursier, que la voie classique, ou c'est... Ça permet, c'est quasiment pareil, mais ça permet d'avoir une autre fonctionnalité qui est quand même assez intéressante, il prend en charge nos retours. Ah ouais. Ça, je sais pas si vous avez expliqué la notion de retour, c'est qu'on a cette chance-là grâce à la loi Lang, c'est de pouvoir retourner notre marchandise dans un certain délai. Et du coup, moi, n'ayant pas le permis, je ne peux pas emmener les cartons chez les fournisseurs. Du coup, c'est mon coursier qui s'en charge. Ok, ouais, c'est assez pratique quand même. Voilà, c'est très pratique même. Oui, si ça j'ai revient besoin, moins cher au final d'avoir un coursier que de faire des retours, quoi. Ouais. Exact. Et puis ça permet, voilà, si j'ai besoin d'un livre en urgence, il a tous les numéros de compte, etc. Il peut me récupérer rapidement un livre chez un fournisseur. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc si par exemple j'ai besoin d'un livre demain en urgence, je lui envoie un petit mail dans la journée et je lui dis voilà, il me faut ça, c'est dans tel rayon là-bas au comptoir. Il me le récupère. Ce qui est moins intéressant, mais ça c'est du détail. En termes de remise, parce que tu as une moins bonne remise quand tu vas dans les comptoirs que si tu passes ta commande normalement. Oui. D'accord. Mais okay. bon, ça c'est un détail. Ouais, mais c'est un détail intéressant quand même. Et du coup, dans ta journée, une fois que tu as géré tout ça, toutes les commandes et tout... Eh bien oui, tu as des commandes, tu les réceptionnes, tu les ranges, tu as des clients aussi que tu conseilles. Parce que les libraires ne faut pas que lire. Et c'est quand même mieux s'il y a des clients, effectivement. Oui. Alors lire, on n'a pas le temps. Ça, retenez-le bien. En détruire mythe. Voilà. Si vous aimez lire, ne faites pas libraire. c'est un conseil à avoir. Non, c'est plus de la manutention. Tu renvoies des livres, t'en réceptionnes. Faites libraire, mais vous lirez pas sur votre temps de travail, clairement. Non, ne faites pas libraire. Il y en a déjà trop. Je vous le déconseille. Ailleurs, pas dans le 10e. Pas en France. Et du coup, voilà, tu gères ta journée comme ça. Mais comme on est des libraires 2 voire 3.0, tu passes aussi du temps sur tes mails à répondre aux questions des gens, des fournisseurs, sur les réseaux sociaux.
ce soit... Ce livre est moins cher chez vous. Voilà, exactement. Ça arrive parfois, régulièrement. Maintenant, ils savent que non, car c'est notre dernier épisode. C'était un petit peu promo pour nous. Mais oui, d'ailleurs, on va le mettre en lien. Allez l'écouter. Et d'ailleurs, je le renverrai au prochain mail. Comme ça, ils ont la réponse plus rapidement. Et ensuite, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pour divers posts, hein. Ça peut être juste partager un coup de cœur, partager des nouveautés, partager un changement d'horaire de la librairie. Voilà, c'est classique. Oui, parce que c'est quelque chose que vous avez fait tout de suite, en fait, les réseaux sociaux, avant même l'ouverture de la librairie. Exactement. Vous en parliez, quoi. C'était dès qu'on a su qu'on avait le local, on a tout de suite. C'était le premier moment fort, c'était de lancer la page Facebook, qui était un moment assez rigolo, dont moi je me souviendrai assez longtemps, parce qu'on était avec des amis sur Skype, je crois, ou sur TeamSpeak, un truc du genre. Et du coup, on a lancé en direct ensemble la page et on voyait le compteur de likes qui augmentait au fur et à mesure. Genre le lancement de fusée, quoi. Voilà, on appuie sur le bouton et le... on était comme des fous, on était il y a 10, il y a 15, 20, 100, 50, Et du coup... Et là, tu bois un coup à toutes les dizaines. La première journée, on était déjà à plus de 100, du coup, ça fait pas mal de verres. Mais bon, on connaît la réputation des libraires. Et oui, du coup, ça a été Après, il y avait un autre moment aussi avant, c'était quand même de contacter un graphiste et de faire un logo. C'est un détail, mais pour ouvrir une page Facebook, c'est quand même bien pratique. Oui. Plus joli que. Ça fait un peu plus pro, d'avoir un beau logo. Clairement, et pour faire des cartes de visite, etc. Oui, parce que tu communiques une image, en fait, avant tout. Avant Exactement. même l'ouverture, il faut avoir une identité visuelle. Tout à fait. D'autant plus quand tu es spécialisé. Voilà, il faut que ce soit assez parlant, et du coup, lancement de la page. Et c'est vrai qu'on a été. On n'était pas dans les premiers à faire ça, mais on a été dans les premiers, je pense, parmi les plus actifs à ce niveau-là. Et à vraiment utiliser tous les réseaux qu'on avait sous la main. On a même lancé, je sais plus, une page Pinterest, un compte Sens Critique. Enfin, il y a des choses. Après, on a moins le temps de s'en occuper parce que ça prend trop de temps. Ouais, mais vous essayez d'être partout. Oui, dans des entreprises, il y a des gens qui font ça toute la journée. Voilà. Mais après, il faut avoir les moyens de payer un community manager. Oui, c'est ça. Et du coup, mais on a cette casquette-là de community manager dans la journée. On a aussi il y a un temps aussi dans la journée pour réfléchir. Alors, c'est pas un temps fixe, hein, mais réfléchir à des animations. C'est aussi un de vos gros points forts, ça aussi, tout ce qui est l'organisation d'événements. Ouais. Exactement. Et du coup, il y a les animations, il y a les rendez-vous pro aussi. On reçoit des représentants, du coup, pour choisir les titres qui vont sortir dans les 3-4 mois à venir. T'en reçois beaucoup Oui, je pense que j'en ai plus d'une dizaine différents. Et du coup, ça se répartit sur le mois assez facilement. Du coup, c'est des rendez-vous qui peuvent aller de 10 minutes à 2 heures, selon le fournisseur. Tu les reçois une fois par mois ? À peu près. Ça dépend des fournisseurs. En général, selon les fournisseurs et selon comment ils sont préparés, on travaille 1 à 3 mois en même temps. Du coup, ce qui fait des fois des gros rendez-vous de 2-3 heures d'un coup. Mais au moins, tout est fait pour un petit moment. Et du coup, on se revoit que 2 mois après, des fois. Et ça peut être même juste un rendez-vous téléphonique aussi. Mais voilà, c'est à prendre en compte dans la journée. Ce qui peut d'ailleurs rebondir encore sur les animations. Parce que quand on voit quel livre va sortir à quelle période, il y a contacter l'éditeur, essayer d'avoir ce qu'on appelle un service de presse pour essayer de lire le livre en avance. Et si coup de cœur il y a ou si le texte nous a plu de manière générale et qu'on pense pouvoir faire une animation sympa autour, et contacter l'éditeur et l'auteur pour l'inviter en dédicace. Et là, ça se passe comment, du coup ? Parce que tu contactes l'auteur directement ou l'éditeur ? L'éditeur, du coup, invite l'auteur derrière On peut inviter l'auteur directement, mais c'est quand même plus sympa de passer d'abord par l'éditeur. Ouais. Parce que c'est souvent eux qui gèrent l'agenda des dédicaces et qui voient avec l'auteur comment ça se passe. Du coup, en général, selon la taille de l'éditeur, on envoie un petit mail à l'éditeur ou une liste. Si on a travaillé 3 mois de bouquins, effectivement, des fois, on envoie une liste directement avec plusieurs auteurs. Et après, on attend la réponse. Et si vraiment on n'a pas du tout de réponse au bout d'un moment et qu'on a un peu insisté et que c'est un auteur qu'on rêve vraiment d'avoir, on essaye de contacter l'auteur. Ouais, directement. C'était prévu dès le début, avant d'ouvrir la librairie, de vous faire très souvent parce que vous faites quand même très très souvent des événements. À quelle fréquence vous faites des événements avant c'est vrai que normalement les événements c'est à peu près un événement par semaine et ça peut aller maximum à 5 par semaine.
ce qui est trop. énorme. Mais 4, c'est... Pour 6 jours d'ouverture. En général, ouais, on quand fait même. jamais 5, on est plus sur 4 max dans les grosses périodes. Mais comme on a l'avantage d'être sur 2 spécialités, du coup, on peut faire des événements complètement différents dans la semaine. Qu'est-ce que vous organisez comme type d'événement? Par exemple, ça peut être la dédicace du dernier roman de fantasy très sympa d'un auteur français. Ça peut être le lendemain une dédicace BD, une BD historique, je dis au pif. Et le surlendemain, ça peut être un apéro quiz. Et le surlendemain, ça peut être notre club de lecture, qui est un événement par contre fermé. Mais voilà, c'est... Oui, c'est pas forcément avec des invitations de personnes, en fait. Ça peut être juste des événements autour de livres que vous faites vous. Voilà, c'est plus des animations où on essaie de faire un moment convivial avec les habitués de la librairie et de nouvelles personnes qui viennent. Par exemple, le quiz, on essaye de faire des équipes, comme ça les gens se discutent un peu entre eux. Et puis on fait des Et vous points. faites ça sur les horaires de la librairie? Oui. Ouais, Oui, toujours. À quitte, 19h30, c'est fini. non, on déborde un peu. Sur les dédicaces, ça peut aller jusqu'à... Alors, normalement, on essaye de faire jusqu'à 20h, parce que quand même, il faut pas l'oublier, votre libraire a une vie aussi après. Mais des fois, je sais pas, une où j'ai fini très tard dernièrement, c'était il y a quelques mois, ça devait être... on a fini vers quasiment 23h. Ah ouais. Donc, ça prend quand Ça même... fait un bon gros créneau de dédicace, ouais. Voilà. Il avait pas mal à la main. Si, mais il était ultra motivé. C'était Matheus Santoloco, qui est un artiste brésilien de comics, qui était venu pour les Tortues Ninja, qui est un artiste vraiment très très gentil et qui n'a pas arrêté. Il a même pas fait une pause, ne serait-ce que pour prendre l'air ou fumer une clope. Enfin, c'est impressionnant à voir. Manger des pizzas. Merci. Après, oui. Oui, je savais que tu la voulais celle-ci, Karen. Tous ces événements, du coup, ça attire beaucoup de monde. C'est des clients de la librairie, c'est des gens qui viennent que pour les événements ou comment C'est un petit peu tout ça. Qui sont-ils? Eh bien, pour les animations, comme j'expliquais, c'est divers types d'animations, du coup. Alors, il y a des gens qui vont en venir à tout type d'animation, peu importe l'animation, tant qu'ils ont un intérêt pour l'animation. Et d'autres qui vont venir uniquement sur les dédicaces de romans, par exemple. D'autres que sur les dédicaces de BD. Parce que, par exemple, les romans ne vont pas les intéresser ou les BD ne vont pas les intéresser. Il y a ceux qui viennent juste à l'apéro quiz pour un moment où on va boire une petite bière et poser des questions sur la pop culture. Et non, c'est assez varié, justement, comme on en fait beaucoup, on a un public assez varié. Et c'était, pour revenir, je crois qu'on est passé cette question-là, c'était une volonté, effectivement, parce que moi, j'aime beaucoup organiser des événements, rencontrer des auteurs, etc. Du coup, c'était une de mes volontés de développer l'événementiel autant que faire se peut et avec les moyens qu'on a. Et d'avoir beaucoup d'auteurs régulièrement. Et je crois qu'on reçoit une centaine d'auteurs par an, à peu près. Et vous avez toujours du public à ce moment-là quand vous faites des événements ou... À plus ou moins grande échelle, Ouais. effectivement. Ça peut aller, je sais pas, là pour les dernières dédicaces qui me viennent en tête, on a eu Boulet pour la BD, pour ses notes. On a eu, je pense, une 50aine de personnes. Il y avait la file jusque dehors. Après, on va avoir pour d'autres titres, on va avoir une dizaine de personnes, mais il y a toujours un petit peu de monde qui vient. Vous avez déjà fait un beat total? Oui, au moins une fois ou deux, je pense. Non, mais ça arrive. C'est vrai que Ça arrive, pas, quoi. c'est un peu toujours un peu risque, gênant. de l'événement, quoi. Exactement, c'est toujours un petit peu gênant, mais en même temps, en général, comme c'est des artistes qu'on aime, on prend le temps, on discute tranquillement, et c'est pas un moment entre guillemets perdu, parce Ouais. que voilà, on crée un échange qui est quand même chouette. Mais c'est vrai que ça arrivait une ou deux fois, très peu. Ouais, sur le heureusement, nombre mais- d'événements que vous faites, c'est pas tant que ça en fait. Hein. Non, le ratio est Ouais. assez faible à ce niveau-là. Oui, on voit très bien sur Facebook que les événements sont blindés à chaque fois et qu'en plus, il y a plein d'auteurs très très cool. Donc, Alors la librairie, elle bouge avec tous ces événements, mais elle bouge aussi à l'intérieur, parce que quand on compare au tout début, quand j'étais venue, et maintenant, il y a quand même eu pas mal de changements. Ça s'est agrandi quand même. Toute cette zone-là, il n'y était pas les zones manga. alors, Là, il va falloir est- décrire un peu Voilà. plus On va Yael, parce préciser. que Merci, j'allais finir ma phrase. Préciser où on enregistre. Parce qu'en fait, il y a la grande pièce quand vous rentrez, il y a une autre pièce derrière qui maintenant est consacrée à l'univers manga. Tu passes 3 marches, tu descends Voilà. dans une petite pièce. Ah, est-ce que tu as Et bien tu lances un vérifié dé. parce que À droite, t'as une pile de cartons vides empilés. Qui vont partir à la poubelle demain. Et tout au fond, t'as des mangas, ouais. et en dehors de ça, même la littérature fantastique, t'es pas forcément situé au même endroit, la BD, ça tout Non, ça, c'est un petit peu effectivement, branché. chaque année, à peu près au moment de l'anniversaire de la librairie,
il y a un changement qui s'effectue. Alors, je sais pas pourquoi c'est à ce moment-là, mais c'est là où les réflexions d'après Noël, etc. On se dit, tiens, il faut optimiser ceci, cela. Chaque année, il y a eu un changement. La première fois, je crois que c'était, on a rajouté des sur-étagères, du coup, ce qui crée un étage ou deux de plus sur certaines bibliothèques. Les grandes étagères sur les billes, billes, Ikea 4x4, et voilà. Du coup, vous avez rajouté la deuxième couche de 4. Non, c'est plus celle à l'avant, les Billy, où en fait tu peux rajouter comme un chapeau par-dessus. Après, une des dernières idées, c'était effectivement d'optimiser cette pièce où on fait notre club de lecture, des fois des rencontres, des fois pour certaines dédicaces on met les auteurs ici. Qui est très cosy, très voilà, avec le petit canapé, le fauteuil, et du coup on trouvait que c'était sympa de développer le manga et du coup de le mettre ici réuni. Avec côté petite déco. Des petites figurines toutes mignonnes. Petite Super NES. Avec la collection personnelle du patron. Exactement. Et même ça, niveau goodies, les figurines pop, là, tu les vendais déjà au début ? Oui, dès le début, ça. Je crois qu'on n'était pas les premiers, parce que je sais que c'était OMK2 les premiers. Mais on était parmi les premiers à les faire. Avant la mode. Exactement, on était avant-gardiste. Et pourquoi, du coup, vous avez choisi de vendre des figurines aussi ? C'est pour votre propre kiff ? Pour varier les plaisirs, comme on a cet avantage d'être spécialisé aussi en BD. En BD, il y a les produits dérivés. Et puis, moi, je réfléchis pas mal en tant que moi, je suis mon propre client. Et du coup, je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait des figurines. Et du coup, c'est comme ça que c'est Tu fais la librairie où tu aurais envie d'aller, quoi. Exactement. Ok, très bien. Du coup, vous êtes donc maintenant, manga, c'était dès le début aussi ? Oui, mais ils étaient à l'avant en fait, là où il y a tout ce qui est littérature fantastique actuellement. Ok. C'est-à-dire que c'était, je crois qu'il y a des photos qui doivent être encore sur Facebook avant l'inauguration où on voit les premières étagères de manga qui étaient tout à l'avant quand on rentre tout de suite sur la gauche, quoi. D'accord. Mais là maintenant, les étagères ont atteint le plafond. Tu peux plus. Au niveau du manga, oui. Après, il y a encore de l'optimisation possible. C'est en cours de réflexion. Quand les cartons seront jetés. Voilà, exactement. Et puis quand Inès est très à cheval sur les cartons. Mais ça me fait beaucoup rire parce que cette pièce, on est entre un coin caché du libraire qui est un peu... Je suis désolée de dire ça, Julien, mais c'est vrai, il y a un côté un peu entrepôt. Parce que quand t'es libraire, en fait, t'as tous les cartons, ça prend déjà beaucoup de place. Il faut les garder pour pouvoir faire des retours parce que tu vas pas racheter des cartons, c'est complètement inutile. Et t'es obligé de stocker un tas de trucs. Et en fait, du coup, cette pièce, c'est un peu des deux. Je trouve qu'il y a un côté... il y a ta collection personnelle et en même temps il y a en effet ce rayon de vente, mais je trouve que c'est un peu comme à la maison du coup. Il y a la frontière. Ouais, ça. Puis les cartons aussi servent pour les déménagements de certains des fois. Ouais, du coup c'est toujours utile ça d'en montre garder un peu trop. comment on taffe en tant que libraire. Parce que en gros il faut avoir de la place pour tout et pas juste pour les livres, quoi. Et du coup ça donne un petit derrière des choses assez sympathiques. En fait. Et encore vous n'avez pas tout vu, il y a le bureau aussi. C'est vrai. Du coup pour finir, c'est quoi tes projets pour la librairie actuellement ? Actuellement, du coup, on avait mis une annonce il y a quelques mois pour rechercher un ou une nouvelle associée à de la librairie. Suite au départ de mon associé. Voilà. J'ai pas mal sweepé avant de trouver la perle rare. Et du coup, cette future personne arrivera, je pense, très bientôt, aux alentours de septembre, j'espère. Tout dépendra de la paperasse actuelle. Du coup... En exclusivité, je peux vous dire que la personne est trouvée, en tout cas. Voilà, on vous dira pas de nom pour laisser un peu de mystère. On vous laissera venir la découvrir, cette personne, en septembre à la librairie, en personne, autour d'une coupe de champagne. Il y aura une annonce comme l'annonce des présidents, avec le portrait qui se découvrira exactement. Ligne par ligne. J'ai déjà prévu de faire un portrait avec un point d'interrogation. Mais c'est une bonne idée avec le côté pixelisé. Est-ce qu'elle a cheveux blonds ? Tu joues à qui est-ce ? Ah, bonne idée. On a plein d'idées pour toi, du coup. Je prends note. Ok. Du coup, l'arrivée de cette nouvelle associée, donc vous êtes 2 dans la librairie. Voilà, on repart sur une base comme au début de la librairie, à 2, histoire de repartir sur de bonnes bases et de relancer la machine. Avoir un peu plus de vie. Voilà, et de dormir un peu plus. Ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Donc voilà, on a répondu à notre question de début qui était comment on ouvre une librairie. On espère qu'on vous a donné pas mal de clés pour que vous puissiez ouvrir votre librairie à votre tour, peu importe où, en France ou dans le monde.
Si vous ouvrez une librairie, faites-le nous savoir. On sera très content de venir vous rencontrer ou d'en parler ou ne serait-ce que d'y aller. Pour finir, les filles, Julien, est-ce que vous avez une actu à partager autour du livre ? Moi j'ai une actu, c'est un peu l'actu chaude d'hier, je crois. Brûlant, de notre ministre de la Culture, donc Françoise Nyssen, qui est l'ancienne éditrice du groupe Actes Sud. Ouais, on en avait parlé sur les prix littéraires parce qu'on avait dit que Actes Sud avait reçu le prix Goncourt. Il y avait déjà l'année où elle a été un peu. Et en fait là, elle vient d'être déchargée de tout ce qui concerne le livre parce que soi-disant il y a conflit d'intérêts. Ouais, ils viennent de s'en rendre compte. Ouais. Ça fait 1 an qu'elle est à ce poste-là et c'est un peu bizarre. Et en même temps, elle a été choisie parce que justement elle venait du monde du livre. Enfin bref, ça sans queue ni tête et c'est très particulier au moment où c'est un peu chaud avec les relations avec les auteurs et tout ça. Donc, oui, c'est pareil. Ils ont bien choisi hasard, pour faire une espèce de rupture, mais elle reste chargée de ça, je crois. Enfin, c'est un beans, c'est vraiment de la communication un peu de je crois qu'elle reste chargée des auteurs quand même. Oui, sur ce dossier-là, mais pas sur. Après, tout ce qui concerne le livre, elle arrête. C'est politique de l'autruche, quoi. Il n'y a plus de problème parce que je ne suis plus là. C'était un peu l'actu du moment. Ouais, c'est le point révolte. Gaëlle. Ah oui, alors moi je suis super contente parce qu'en octobre on va voir Chimamanda Ngozi Adichie et ça me fait trop plaisir. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une auteure nigérienne, elle a écrit Americana, elle a écrit beaucoup de livres, L'autre moitié du soleil, L'hibiscus pourpre. Et nous sommes tous des féministes aussi. Elle a écrit pas mal sur le féminisme et c'est une auteure qu'on aime beaucoup. Et en octobre, elle passe dans le cadre d'un festival. C'est le festival organisé par Le Monde. Et ça, j'ai pas pris ma place. Ah, t'as pas pris ta place. Mais dépêchez-vous. Moi non plus. En plus, j'ai envie d'aller. En fait, je vais y aller toute seule, mais j'en ai rien à foutre. c'est sur la thématique aimée. Et donc, il y a plein de conférences qui ont l'air hyper intéressantes, dont celle-là. Et j'ai hâte, parce que je l'ai lu, maintenant je vais l'entendre. Et la voir en vrai. Oh là là. Ça va être trop bien. Et toi, Julien, t'as quelque chose ou pas autour du livre ? Eh ben oui, j'ai le roman de l'été à vous proposer. Allez, vas-y, Nous balance. sommes Légion, nous sommes Bob. C'est vraiment le livre qu'il vous faut pour l'été. Ça fourmille en idées, c'est très riche et en même temps, c'est agréable à lire. Donc, ne partez pas sans votre Bob cet été. Que vous verrez du coup en reco sur notre Instagram avec les très très chouettes petits coups de cœur dessinés par un pote de Julien qui a fait un truc. Guillermo de la Vega sur Instagram. Et pour terminer, on va peut-être faire un petit rappel de où est la librairie, l'adresse, les horaires, tout ça. Je te laisse le faire parce que j'ai pas tout en tête. Oh là, c'est pas sérieux ça. Eh bien, la librairie est au 106 rue Lafayette, proche du métro Poissonnière et Gare du Nord. Et elle est ouverte tous les jours, non-stop, de lundi au dimanche, sauf exceptionnellement pour l'été où on va fermer quelques dimanches et le 14 juillet et le 15 août. Et oui, parfois on peut se reposer. Ce qui est légitime, ouais. Et elle est ouverte de 11h à 19h30. De 11h à 19h30, oui. Sauf le dimanche, c'est 11h30, 18h. Parce que quand même, c'est faut dimanche, pas... Aujourd'hui, c'est New York. C'est notre jour à nous, les libraires. Merci à vous tous les trois. Merci Julien. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Restez avec nous, l'épisode n'est pas terminé, on vous laisse avec l'épilogue et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao. Salut. Raconte-nous ton pire souvenir, le plus marquant lié à la lecture. Pour moi, c'était un livre dont je retrouve plus le titre, un livre qui parle d'un groupe d'ados musiciens qui ont créé leur groupe et qui montent petit à petit en faisant des tremplins, des petits concerts. Repéré par un producteur qui s'avère en fait être un producteur véreux, qui va leur piquer leur création, leur composition, leur texte. Et en fait, ce livre, j'ai trouvé que ça partait en couille parce que c'était dans une bonne ambiance au départ de l'histoire et ça se finit un peu tragiquement avec des morts, des blessés, un gars qui tombe d'un immeuble. Donc, je m'attendais pas du tout à ça dans ce livre et c'est vrai que c'était un peu surprenant. Ensuite, ma position préférée pour lire, c'est allongé souvent dans un canapé ou sur l'herbe. Mon genre de livre préféré, c'est des livres plutôt proches de la réalité, avec beaucoup de détails, beaucoup de personnages, comme des histoires qui se passent dans des grandes villes où on arrive très bien à s'imaginer au cœur de la ville, les ruelles qui sont très bien décrites, et les personnages aussi, et avec des
des quantités de personnages assez importantes où on les retrouve tous à certains moments du livre et ils se recroisent. Et c'est le genre de livre qui me plaît beaucoup. Ensuite, ranger mes livres. Ça, c'est pas facile. C'est pas vraiment rangé. Mes livres, ils sont rangés quelque part ensemble, mais il n'y a pas d'ordre particulier. C'est comme ça vient. Comment je traite mes livres ? J'y fais attention quand même. J'essaie de pas les abîmer. Je les traite plutôt bien, on va dire. Alors, le livre que j'ai le plus abîmé, je saurais pas dire lequel. Je suis pas un grand lecteur. Je lis pas beaucoup, donc. Il y en a certainement quelques-uns qui deviendront les plus abîmés, mais je sais pas lesquels encore. Alors, j'utilise comme marque-page tout ce qui me tombe sous la main. Un bout de papier, un ticket de carte bleue. Pas des billets, par contre. Je lis aux toilettes, oui. Je lis... ce sera plutôt une bande dessinée pour lire aux toilettes. Le dernier livre que j'ai acheté, alors ce serait le dernier livre pour Aurélie, pour la fête des mères, pour ma femme. Et j'ai perdu le titre. Si, c'est un livre d'Aurélie Valogne, le dernier Aurélie Valogne. Voilà. Mon moment préféré pour lire, c'est quand j'ai le temps déjà. Ça, c'est pas évident. Si j'étais un livre, je serais un livre d'histoire drôle. Voilà, je m'appelle Joe, j'ai 33 ans. Je suis content d'être là. C'était édition illimitée.